Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour cette nouvelle émission Box Office Pro France. Une petite précision, elle est enregistrée le lundi 16 mars, Rencontre du Sud oblige. Nous sommes néanmoins très heureux de recevoir Nathalie Toulzamadar. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous ce matin. Et vous Bonjour, êtes donc directrice générale de cinéma France de Studio TF1. tout à fait. Avec nous sur le plateau, Jules Dreyfus et Tanguy Colomb. Ravi de te retrouver, Tanguy, Bonjour avec Laurent, nous. D'ailleurs, bonjour à ravi de te tous. retrouver. Je crois que c'est la première qu'on fait ensemble. Tout à fait. Merci d'être là tous les deux ce matin. Et Tanguy, ben justement, on va commencer avec toi pour un petit tour d'actualité. Alors, c'est un petit peu plus calme ces derniers jours que ça ne l'a été au courant du mois de février, mais néanmoins, il se passe des choses, et encore du côté des acquisitions, mais cette fois en Europe. Tout à fait, oui. Le 10 mars, Studio Canal, donc la filiale du groupe Canal+, a officialisé son entrée sur le marché italien en devenant actionnaire majoritaire de Lucky Red, qui est l'un des principaux distributeurs et producteurs indépendants italiens. Donc c'est une nouvelle phase dans ce partenariat et cette longue collaboration entre les deux structures, qui ont notamment travaillé par le passé sur le film Inside Llewyn Davis des frères Cohen, et qui travaillent actuellement sur le prochain Shaun le Mouton, La Bête d'Halloween, et les nouveaux films de Justine Triet-Fonda et Jean-Pierre Jeunet, Changer l'eau des fleurs, attendus prochainement en salle. Donc avec cette opération, Studio Canal renforce ses positions en étant implanté dans une dizaine de territoires en Europe. Et côté transaction, on a bien compris que Paramount Skydance allait faire l'acquisition de Warner Brothers. Mais néanmoins, où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a des prochaines étapes à venir, notamment du côté réglementaire. Alors tout à fait, voilà, le dossier rentre dans cette périlleuse phase des approbations réglementaires, avec donc deux situations distinctes qui semblent un peu se dessiner. Côté américain d'abord, donc s'il y a des parlementaires, principalement démocrates, qui ont un peu élevé la voix en disant qu'ils seraient très prévenants et qu'ils analyseront méticuleusement, on va dire, tous les impacts de cette transaction, l'horizon semble quand même plutôt dégagé, puisque à l'image d'un Donald Trump très proche de la famille Ellison, et surtout en fait d'une administration fédérale qui, par le passé, on le sait, ne s'est jamais vraiment farouchement opposée, on va dire, à ce type de transaction. Les signaux semblent plutôt tendre vers l'optimisme. Côté européen, en revanche, la situation pourrait durer davantage, d'autant qu'elle concerne en fait 27 territoires. Donc concrètement, dès que l'opération est notifiée à Bruxelles, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne va ouvrir une première phase d'examen qui va durer 25 jours ouvrés. Donc, lors de cette phase, elle va mener des consultations avec les différents acteurs de l'industrie pour analyser les impacts de cette transaction. On pense par exemple à la fenêtre d'exploitation, d'exclusivité de la salle, ou le nombre de productions qui seront diffusées. C'est deux points un peu primordiaux et de vigilance, notamment pour l'unique. Et ensuite, à l'issue, s'il y a quand même des préoccupations qui persistent, eh ben cette direction générale peut décider d'ouvrir une deuxième phase d'examen approfondi, on va dire, où elle va analyser d'autres préoccupations. On pense là plus au montage financier en fait, de cette transaction, avec entre autres les fonds souverains du Moyen-Orient. Voilà, une phase 2 qui, dans ce cas, pourrait permettre à Paramount de faire des concessions afin de lever les éventuelles préoccupations. Bon, la question, du coup, là, n'est plus tant de savoir si l'Europe va autoriser et va approuver cette fusion, mais quelles concessions, quelles garanties elle va exiger et surtout ce que l'ensemble de ce processus va coûter à Paramount. Alors, en même temps, on n'a pas l'impression que l'argent soit le sujet dans ce projet. En attendant que le destin s'éclaircisse, néanmoins, Warner a connu une très belle soirée, un très beau dimanche soir. Donc, ça doit mettre un peu de baume au cœur. Oui, tout à fait. Il y avait les 98e Oscars, donc dans la nuit de dimanche à lundi pour la France. Et ça a été une véritable razzia, on va le dire, pour Warner Bros. Avec pas moins de 12 statuettes, grâce notamment au triomphe de Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui a raflé les Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure adaptation, ainsi que le meilleur second rôle pour Sean Penn, et le nouvel Oscar du meilleur casting. Sinners, autre film Warner, est également l'un des grands gagnants de la soirée, avec notamment l'Oscar du meilleur acteur pour Michael B. Jordan. Le film a lui aussi reçu les statuettes de meilleur scénario original, meilleure photographie et meilleure musique. Comme attendu, Jessie Buckley a, elle, été couronnée meilleure actrice pour son rôle dans Hamnet.
tandis que Amy Madigan a été sacrée meilleur second rôle féminin pour Évanouie, autre film Warner. Et enfin, pas de victoire française par contre, puisque à l'Oscar du meilleur film international, puisqu'Un simple accident a été devancé par Valeurs sentimentales. Oui, à noter quand même que je pense que c'est assez rare dans l'histoire des Oscars d'avoir des films d'horreur, 2 films d'horreur Tout à fait. qui sont récompensés. On avait 2 films d'horreur et 2 films cannois qui concouraient dans la catégorie du meilleur film international, 2 films qui avaient marqué la dernière édition du festival. On va bientôt en savoir plus sur la prochaine édition du festival qui va bientôt faire ses annonces. Oui, tout à fait. Le cru 2026 se précise. En plus du cinéaste néo-zélandais Peter Jackson, le festival va remettre une palme d'or d'honneur à Barbra Streisand, multiprimée tant comme actrice. On se souvient de Funny Girl, de son rôle dans Funny Girl en 1968, mais aussi comme chanteuse ou réalisatrice, avec le film Yentl notamment en 1983. L'artiste américaine représente, je cite, la synthèse légendaire entre Broadway et Hollywood, a indiqué le festival. Bon, la date de remise de cette Palme d'Or d'honneur n'est pas encore connue, mais s'il y a une date qui, elle, est pour le coup bien officielle et qui concerne cinéphiles et professionnels, c'est le 9 avril. Je pense que tout le monde dans le secteur a déjà noté cette date, puisque Iris Knobloch et Thierry Frémaux vont enfin dévoiler les films qui seront en sélection officielle, et notamment ceux qui vont prétendre à succéder à la Palme d'Or 2025, Un simple accident. La liste, ainsi que celle des sections parallèles qui seront dévoilées dans les jours suivants, seront bien entendu à retrouver sur boxofficepro.fr. Et ça va s'activer sévèrement le 9 après-midi pour beaucoup de gens. Exactement. Et c'est aussi à Cannes d'ailleurs que se tiendra la prochaine assemblée générale du SCAR. Oui, le syndicat des cinémas d'art de répertoire et d'essai donne rendez-vous à ses adhérents le dimanche 10 mai à 14h à l'Olympia de Cannes. L'assemblée générale sera précédée de 2 projections aux arcades, une le samedi 9 mai à 20h et la seconde le 10 mai à 10h. Le traditionnel déjeuner du SCAR aura lui lieu le 12 mai à 13h, plage des Palmes. Date limite d'inscription, 1er mai 2026. Très bien, merci beaucoup Tanguy, ravi de t'avoir retrouvé. Mais avant d'aller à Cannes, parce qu'on parle beaucoup de Cannes, mais on va prendre la direction de la Grande Muraille et des chiffres avec Jules. Donc, avant de se jeter dans les chiffres du marché national, on va prendre la direction de la Chine, qui a fêté il y a quelques temps son nouvel an, et c'est toujours un moment fort pour eux. Pour la fréquentation mondiale, vraiment, car en février, pendant que de nombreux Français savouraient leurs vacances d'hiver, les Chinois, eux, effectivement, fêtaient leur nouvel an du 16 au 23 février dernier. Un événement qui, comme tu l'as dit, constitue vraiment un moment toujours majeur pour le box-office mondial, un point de bascule même, quelque chose qui permet de donner un peu la température. L'année dernière, notamment, on avait eu un succès phénoménal, celui de Neza 2, et c'est plus de 2 milliards de dollars engrangés, qui avait donné un sérieux coup de boost aux recettes internationales. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été reproduit cette année. Le nouvel an chinois a enregistré un peu plus de 1,1 milliard de dollars, soit quand même un fort recul par rapport aux années précédentes. Et ce qui fait qu'en 2026, l'Empire du Milieu a enregistré plus de 10 milliards de yuan, soit 1,44 milliard de dollars, et cumule quand même, c'est un chiffre toujours très intéressant, près de 225 millions d'entrées, donc en 2 mois. Il accuse toutefois un sérieux retard par rapport à 2025, là où les marchés domestiques, donc c'est-à-dire États-Unis, Canada et international, donc international sauf la Chine, ont connu leur meilleur mois de février depuis 2020. Alors, Emilien nous avait parlé lors de la dernière émission de l'excellent février en France avec 17,9 millions d'entrées qui étaient portées par de très bonnes vacances d'hiver. Ces dernières ont duré jusqu'à début mars. Est-ce que le bilan final est positif ? Oui, il va sans dire que le bilan des vacances d'hiver est extrêmement positif, surtout comparé aux 2 années précédentes qui avaient été quand même assez tristes, disons-le. Sur Box Office Live, les 5 semaines cinématographiques de congé ont généré plus de 10,17 millions de tickets, c'est-à-dire juste derrière les 10,66 millions de 2023 et bien devant les 9,3 millions de 2024 ou les 8 millions enregistrés en 2025. C'est un résultat qui
qui découle en partie de la dynamique observée depuis fin décembre, qui a permis d'avoir un mois de janvier à près de 16 millions d'entrées, c'est-à-dire le meilleur post-Covid, et qui est renforcée par une offre conséquente et diversifiée. Comme on peut le remarquer, si on regarde les top 10 films de ces vacances d'hiver, eh ben, on a une complémentarité de l'offre qui est extrêmement forte. Sur le graphique, plus une bulle est en haut, plus le public qui était intéressé par le film, et donc sachant que l'intérêt est basé sur le nombre de visites des spectateurs sur la fiche film d'Allociné. Donc plus la bulle est en haut, plus le spectateur intéressé est masculin, plus elle est à gauche, plus le spectateur intéressé est jeune. C'est même plus un trou de la raquette en haut à droite. Alors effectivement, ce qui montre qu'il y a toujours du progrès à faire, on peut voir que les publics masculins un peu plus âgés, lui n'a peut-être pas forcément été autant intéressé. En revanche, on voit que quand même il y a des films qui capitalisent énormément. Un film comme Marsupilami, dont la bulle est centrale, ça veut dire que c'est un film qui arrive vraiment à regrouper toutes sortes de publics. Et comme par hasard, c'est un film qui a cartonné avec plus de 5 millions d'entrées. Donc c'est une offre qui est extrêmement diversifiée. Et ça a vraiment été illustré lors de la semaine du 11 février. Car on a 6 nouveautés qui ont intégré le top 10 des séances. Et 5 d'entre elles se sont ensuite hissées dans le top 10 des entrées hebdomadaires. Ce qui confirme vraiment la force de l'attraction de l'offre. Et par ailleurs, c'est une semaine qui est tout simplement la meilleure semaine des vacances, celle du 11 février, avec 2,62 millions d'entrées enregistrées sur Box Office Live, soit à peu près 5 millions d'entrées nationales. C'est une performance qui a été atteinte notamment grâce à la densité du marché. Ici, on voit le top 20 hebdomadaire avec en jaune donc les nouveautés. On voit que clairement, on a les nouveautés qui étaient vraiment en force. Mais je vous invite à regarder tout en bas du classement le 20e film hebdomadaire qui est Le Chant des forêts et qui a enregistré 58 000 entrées. Et bien ça, post-Covid, c'est tout simplement le meilleur résultat enregistré pour un film à cette position du classement. Donc, on a une offre plurielle, une offre attractive et surtout une offre appréciée. De la première semaine de janvier à la première semaine de mars, les films qui ont eu plus de 100 spectateurs, plus de 100 notes spectateurs recensés sur Allociné ont obtenu une moyenne de 3,6, c'est-à-dire la meilleure depuis 2022. Bon, en fait, tous les signaux sont en vert et toutes les vacances ont été sur un ton égal ou est-ce qu'on n'a pas senti un peu un fléchissement vers la fin ? Ouais, on a effectivement quand même senti un petit fléchissement, comme tu dis. Les 2 dernières semaines des vacances ont connu une baisse qui était un peu plus importante que celle observée lors des dernières années. Et ça, on peut dire que c'est imputable à plusieurs facteurs. Et il y a tout d'abord le calendrier scolaire. Cette année, comme en 2023, c'était d'abord la zone A qui était en vacances, puis la zone B et la zone C. Donc, on sait qu'après, il peut y avoir des zones qui sont plus ou moins, qui peuvent plus ou moins avoir tendance à aller en vacances, surtout à aller au cinéma, surtout selon l'offre. Et d'ailleurs, la zone C, qui regroupe l'Île-de-France et l'Occitanie, elle n'a pas maintenu la dynamique globale. Sur l'ultime semaine des vacances, les entrées recensées sur Box Office Live ont reculé de 31%, contre moins 12% en 2023 et moins 20% en 2024. Cette baisse s'explique aussi par une offre américaine qui, contrairement à celle française, a été quand même moins forte, qui manque de locomotive majeure, comme ce qu'on avait pu avoir justement en 2023 avec Crédit 3 et en 2024 avec Dune, deuxième partie, sortis tous deux entre fin février et début mars, et qui avait donc permis d'enclencher une belle dynamique pour cette fin des vacances, et d'ailleurs pour début mars. Disons-le aussi, la météo, elle était peu favorable. Alors peut-être que pour nous, c'était cool, mais en tout cas pour les salles, ça l'était un peu moins, avec des températures assez douces par rapport aux moyennes de saison. Et c'est sans doute pour ces raisons que le troisième mois de 2026, le mois de mars, n'atteindront pas, sauf surprise majeure, le record post-Covid des 15,8 millions d'entrées enregistrées en 2023, ce qui ne veut pour autant pas dire que la fréquentation va s'effondrer, très loin de là. L'exploitation observe une fréquentation de fond très solide, qui profitera, rappelons-le, d'un coup d'accélérateur du 22 au 24 mars avec le printemps du cinéma. Un peu comme, on va dire un exemple pris au hasard, comme si c'est une étoile qu'on attrape au bord de notre voiture et qui nous rend invincibles, qui rend un peu cette course tout à fait galactique. Donc tout ça avant d'amorcer un mois d'avril qui s'annonce, disons-le, extrêmement fort, avec une offre très très dense. Donc j'ai envie de dire rendez-vous au mois de mai pour savoir si nos ambitions étaient en réalité juste une illusion. C'est beau. Merci Jules qui est poète ce matin. Mais justement, ça marquera les débuts en salle de Studio TF1, dont nous allons tout de suite parler avec Nathalie Toulzamadar, directrice générale cinéma France Studio TF1, que nous avons le plaisir de recevoir.
Bonjour, merci de me recevoir. Merci Nathalie d'être avec nous ce matin. Donc, comme je le rappelais à l'instant, Metz sera marqué par la sortie de Pour le plaisir. Le 6 mai, qui sera la première sortie salle en tant que distributeur de Studio TF1. Première question, mais c'est pourquoi se lancer pleinement dans la distribution aujourd'hui, dans ce contexte-là aujourd'hui? Pourquoi stratégiquement c'était important pour vous? Alors peut-être avant de te répondre, peut-être un petit élément de contexte sur ce qu'est Studio TF1 et ce que faisait déjà Studio TF1. Donc Studio TF1, c'est la filiale de production et de distribution du groupe TF1, qui a déjà un ancrage historique dans le cinéma français, ne serait-ce qu'avec un catalogue de plus de 1000 films quand même. Donc voilà, Oui, qui est quand même déjà là. Alors, Studio TF1 est déjà présent en fait dans toute la chaîne de valeur du cinéma. En fait, que ce soit très en amont avec du développement, de la production, de la coproduction, des acquisitions, et ensuite plus en aval dans l'exploitation de droits. Que ce soit on a des équipes qui font des ventes à l'international, des équipes qui font des ventes télé, aux plateformes, c'est des équipes qui sont en charge de l'exploitation vidéo VOD, voilà. Et on était déjà présent sur la distribution salle, mais en co-distribution, puisqu'on a co-distribué un certain nombre de films avec différents partenaires. Le dernier en date étant Chasse gardée, qu'on a eu le grand bonheur de distribuer, Chasse gardée 2, qu'on a eu le grand bonheur de co-distribuer avec UGC. Et puis, voilà, des films comme Avignon, Il n'y a pas de réseau, l'an dernier, etc. Donc, en fait, on était quand même déjà présent, mais pas de façon complètement pleine et entière, hein, sur la distribution salle. Donc, finalement, c'était un peu le seul maillon qui nous manquait dans la chaîne de valeur du cinéma. Or, la salle reste quand même le moment où le film est exposé pour la première fois, finalement, c'est finalement le premier média dans lequel le film est exposé. C'est le moment, en fait, où finalement les marques se créent, où finalement c'est le début de la création de la valeur patrimoniale d'un film. Donc on a voilà, en créant, finalement, en rentrant pleinement et directement dans cette activité. Pour nous, c'était un moyen d'avoir un meilleur contrôle opérationnel sur la sortie des films, notamment sur les questions de date, et sur la gestion de la sortie. C'était un moyen pour nous de renforcer notre marque et d'améliorer finalement la visibilité de Studio TF1, que ce soit en B2B ou en B2C. Un moyen de développer nos compétences, puisqu'en fait, on a recruté, je pense qu'on en parlera après, on a recruté des stands d'équipe, et d'avoir bien sûr des relations aux talents qui soient des relations beaucoup plus directes. Voilà. Donc tout ça est très clair, mais il y a quand même un contexte de marché fragile. Alors on sait que le cinéma fonctionne par vague, et on a d'ailleurs assez vite tendance à oublier qu'il y a 6 mois, tout le monde était en train de pleurer, et qu'aujourd'hui on se dit mais ça va beaucoup mieux. Ce qui est toujours d'ailleurs un danger d'oublier ces moments difficiles. Mais pourquoi justement à ce moment-là, dans un marché fragile, investir dans la distribution salle ? Alors en fait, nous on est assez confiants sur la salle de cinéma. Honnêtement, cette année 2025, un peu cette espèce d'annus horribilis, je pense qu'on a tous envie qu'elle soit derrière nous. On a envie de la laisser derrière nous, et on espère tous qu'elle sera un peu un épiphénomène. Voilà, je pense que tout ce que tu venais de dire tout à l'heure, effectivement, sur
sur ce marché qui a quand même repris de très très belles couleurs pendant ces vacances, effectivement depuis décembre et puis pendant ces vacances de février. Nous, on a le sentiment en fait que le public revient en salle dès qu'il y a une offre effectivement diversifiée et de qualité qui l'intéresse. Donc, avec ça, quelle ligne éditoriale est-ce que justement Studio TF1 arrive avec? Quelles ambitions est-ce que vous arrivez dans cette nouvelle activité? Alors, notre ambition, c'est de faire de Studio TF1 un distributeur qui soit identifié, qui soit fiable et qui soit inscrit dans la durée. En termes de line-up, ce qu'on veut, c'est construire un line-up qui soit cohérent, qui soit lisible pour les exploitants et pour les spectateurs, et qui soit vraiment tourné vers le public, vers les spectateurs. Ce qu'on veut, c'est, en termes de ligne éditoriale, on n'a pas de religion sur les genres. On a un fil conducteur qui sera un cinéma plutôt fédérateur, plutôt qui rassemble, avec un socle qui sera un socle de comédie. Alors comédie, c'est dans tous ces genres. Je pense qu'on va parler un peu des films qui arrivent, mais vraiment, ça peut être de la comédie pure, enfin vraiment tous les genres de comédie. Mais on n'exclut pas d'aller sur des films qui vont être des films peut-être plus auteurs, mais des films d'auteurs ambitieux, comme par exemple effectivement Moulin, dont je pense qu'on reparlera peut-être un peu après. Ouais. On s'est engagé également sur un thriller qui a commencé à tourner. Voilà. Donc je pense que le fil conducteur, ça doit être vraiment un cinéma qui est pas de religion sur les genres, un socle sur la comédie dans tous ces genres. Voilà. Mais un line-up qui cherche à tourner vers le spectateur et qui peut rassembler. Avant de rentrer peut-être dans le détail de certains films, est-ce que c'est un line-up qui sera essentiellement sur le cinéma français, ou vous pourriez vous permettre d'aller aussi sur d'autres nationalités, sur des films étrangers, parce que pour l'instant, les films que vous avez annoncés, ils sont pour l'instant, effectivement, sur le line-up qui est annoncé, effectivement, c'est un line-up qui est un line-up français. Voilà, mais il y a des équipes en interne qui travaillent aussi sur le développement de certains titres à l'international. Mais ça, c'est encore un peu tôt pour en parler. Mais en tout cas, on reviendra avec plaisir pour en parler. Voilà. Voilà. Et en termes de volume, donc là, on démarre, comme tu le disais, début mai avec Pour le plaisir, et jusqu'à la fin de l'année, on sera sur... on annonce 5 films. Et en termes de volume, ensuite, en année pleine, on espère être sur entre 10 à 12 films par an sur la globalité du line-up. Déjà un bon rythme pour un début. Tout à fait. Alors peut-être qu'on va s'arrêter sur les 4 premiers films que vous avez annoncés et datés. Alors je le disais tout à l'heure, c'est Rim Kérissi qui va ouvrir le bal. Avec Pour le plaisir, qui est une comédie très réjouissante, avec effectivement Alexandra Lamy et François Cluzet. Le matériel... bande-annonce et affiche, voilà, je pense qu'on sera en mesure j'aurais adoré pouvoir vous le montrer aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'on sera en mesure de vous le montrer vraiment très rapidement. Voilà. Et ensuite, la sortie suivante, on sera sur le début août. Début août avec Les Gendarmes. Oui. Avec Les Gendarmes, qui est une vraie... Alors là, on est vraiment dans une comédie... Alors c'est pas du tout la bonne affiche. Ah, c'est une photo, ça, c'est même... c'est pas du tout l'affiche, en fait. C'est genre... d'annonce. Et voilà. Et Les Gendarmes, qui est une comédie pure, avec un cast choral. Et en fait, c'est une comédie sur une brigade de gendarmerie à Mâcon. Voilà. D'accord, voilà. mais c'est une adaptation.
D'une BD, tout à fait. Voilà. Une BD à grand succès. Voilà. Oui, oui, je crois que de mémoire, c'était un énorme succès de librairie. Ensuite, et ça avait été votre premier film annoncé, mais c'est Moulin, donc c'est là qu'on met de la nuance par rapport à la comédie. Parce que... Tout à fait, c'est pour ça effectivement que je disais tout à l'heure, effectivement un socle de comédie, mais qu'on s'interdisait pas d'autres genres. Voilà, et Moulin, effectivement, donc, qui est le film de Laszlo Nemes, donc avec Gilles Lelouch qui incarne Moulin. Le film est produit par Alain Goldman. Voilà, et Gilles Lelouch qui est vraiment extraordinaire dans ce rôle. Donc effectivement, on annonce le film pour fin octobre, pour le 28 octobre. Et ça, effectivement, après on parlait tout à l'heure, avant de commencer, du crime du dernier étage, du troisième étage, pas le dernier parce qu'il y en avait un quatrième en plus au-dessus. Mais là, Gilles Lelouch, on va le voir dans un autre rôle de résistant, film historique différent. Et puis le 18 novembre 2026, nous aurons un autre film. Ouais, Camembert, pareil, une comédie qui est effectivement c'est le premier film qui est réalisé par Nicolas Suomka et Mathieu Romani, en fait, qui sont à l'origine de la de la série culte. C'est deux réalisateurs extrêmement doués, que je suis vraiment absolument ravie d'accompagner sur leur premier film. Et c'est c'est donc un cast choral qu'on voyait bien sur cette effectivement Christine sur Scott cette Thomas, photo. Alex Lutz, Pascal Exactement, Arbillot notamment. Panayotis Pasco, Oui. Et en fait c'est sur une partie de Trivial Pursuit qui tourne mal. Voilà, et je pense que ça dira quelque chose à beaucoup de monde. Voilà. Et vous annonciez 5 films pour 2026, c'est parce que du coup, il y en a un cinquième. Tout à fait. L'homme qui s'envola, qui est un thriller avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et Pierre Deladonchamp. Et que normalement on annoncera pour fin 26. Ouais. Et on a en début de tournage bientôt 3 c'est bien, qui est le prochain film de Fred Keating qui avait réalisé D'où Jésus et qui retrouve c'est pareil dans une pure comédie et qui retrouve Marie-Lou Berry qui sera accompagnée par Julien Pestel. Voilà, donc début de tournage en avril. Voilà. Mais celui-là sera pour 27. Bon, donc ça s'enrichit déjà bien, ça commence à bien bosser. Tout à fait. J'ai vu sur le copyright des photos tout à l'heure, TF1 Film Production, que tu diriges également. Tout à fait. Est-ce que tous les films que Studio TF1 distribuera seront des films dans lesquels TF1 Film Prod sera impliqué ? Non, en fait, pour une raison très simple, c'est que TF1 Film Production, dans ses engagements, est contraint en fait par une clause de dépendance. M6 a la même chose. Donc en fait, il y a un pourcentage maximum en fait de ces investissements que TF1 Film Production peut faire avec Studio TF1 et qu'elle ne peut pas dépasser. Voilà. Donc en fait, on travaille déjà aujourd'hui, d'ores et déjà avec les autres chaînes de télé, que ce soit le groupe France Télévisions ou M6. Par exemple, Il n'y a pas de réseau avait été fait avec M6 Film à l'époque. Donc la réponse est vraiment très, très claire. En fait, c'est effectivement tous nos films ne seront pas faits avec TF1 Film Production. D'accord. Et est-ce que dans le choix des films, il y aura toujours la dimension de diffusion de télé derrière en termes de ligne éditoriale et de choix ? Est-ce que je vais schématiser à outrance, mais est-ce que un film que Studio TF1 va sortir doit être compatible avec le prime du dimanche soir, par exemple ? En fait, alors déjà, non, puisque effectivement tous les films ne sont pas faits avec TF1. Oui. Voilà, donc c'est notre premier choix sur les films. Là, on parle vraiment de studio TF1, vraiment de la partie cinéma.
notre première chose, c'est vraiment qu'il faut que les films trouvent leur public en salle. Ensuite, je pense que tout le monde est vraiment ravi quand derrière un film est un négatif télé et qu'il est diffusé et rediffusé en télé. Voilà, mais il faut que les films trouvent leur place en salle. Et vous voyez, par exemple, quand on parlait tout à l'heure rapidement de Chasse gardée 1 et 2, c'est des films qui ont quand même très, très largement trouvé leur public en salle, et on s'est engagé sur le 2 avant que le premier soit diffusé sur une antenne de chaîne de télé. Oui, et puis en plus, on voit bien que beaucoup de valeurs, la grande partie d'ailleurs, ce qui explique aussi les mouvements qu'on peut voir notamment aux États-Unis en ce moment avec Universal qui disait on va allonger notre fenêtre cinéma. Ils ont tous voulu la raccourcir il y a 5 ans, ils veulent tous la rallonger maintenant, tant mieux. Mais on voit bien qu'il y a quand même une grosse valeur du côté de la salle. Donc, pour appliquer cette stratégie, pour la développer, donc il y a une nouvelle organisation qui a été mise en place. Tout à fait, avec l'arrivée d'une équipe, d'une magnifique équipe qui est arrivée, une équipe. Alors en fait, ils ont tous pour caractéristique d'être des professionnels aguerris et d'être des passionnés de cinéma. Donc en fait, pour diriger cette équipe de distribution, Christina Battier, qui nous vient de Warner, et voilà, je pense que vous connaissez, vous connaissez tous. Elle est entourée de Joël Pourgaton aux ventes. Joël qui a fait, pareil, que je pense que tout le monde Disney, connaît, Fox, Disney, notamment SND, SND, voilà, et Damien Gola au marketing, qui nous apporte toute son expertise marketing et qui nous vient de Wild Bunch. Donc vraiment ce profil de professionnel extrêmement aguerri et passionné de cinéma. Toute cette équipe elle aura comme objectif d'être bien sûr très agile dans ses décisions, structurée dans tous les engagements marketing et promotionnels, très proche des exploitants. J'allais poser la question. Vous les connaissez, et bien sûr avec une grande fiabilité vis-à-vis du marché, avec un savoir-faire et une volonté d'accompagnement des projets. Avec des options stratégiques en termes de marketing déjà prédéfinies, ou c'est du cas par cas, ou c'est du cas par cas. Du cas par cas. Oui, tu pensais à quelque chose Non, mais par exemple, je pense en termes d'utilisation de la télévision comme média, en termes de part de digital, de choses comme ça. Alors, c'est effectivement du cas par cas. Aujourd'hui, on voit effectivement que l'utilisation du média télé dans la promotion est quand même une efficacité. Une efficacité très, très forte. Mais après, bien évidemment, au cas par cas, sur les répartitions entre les différents médias, sur les répartitions stratégiques entre les différents médias, bien sûr. Et de manière générale, tout à l'heure, on dressait l'état des lieux des vacances, mais tu parlais de l'annus horribilis qui a été 2025, ce qui a été effectivement pour beaucoup de gens, mais pas uniquement d'ailleurs dans le cinéma. De manière plus générale, comment est-ce que tu perçois le marché cinéma en France aujourd'hui de manière plus macro ? C'est un marché qui a été effectivement l'an dernier perturbé et déséquilibré. On ne va pas revenir dessus, puisque je pense que tout le monde a fait on a tous fait des analyses poussées. Je pense que donc ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, depuis début 26, une reprise nette et dynamique. C'est avec quand même 5 films qui dépassent le million d'entrées en 2 mois. Alors que on sait que l'an dernier, le million devenait une espèce de montagne assez inatteignable. Donc moi, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, pour moi, c'est pas un désintérêt du public pour le média cinéma. C'était vraiment plus
s'il n'y a pas d'offres diversifiées et de qualité, et notamment une offre américaine, effectivement, et de blockbuster américain, clairement, les gens ne viennent pas. Bon, évidemment, la concurrence des plateformes l'an dernier a joué à plein. Après, je pense que les fondamentaux de notre modèle français restent assez robustes. Il faut quand même néanmoins qu'on soit collectivement attentif sur la salle à la lisibilité des différents calendriers et qu'on fasse attention à la maîtrise des coûts, que ce soit en production ou en frais d'édition. Toi, en termes de production et de coûts, je rebondis, mais là, tu sens une tendance un peu inflationniste ou quand on regarde les devis moyens du CNC chaque année, sur la moyenne, on a toujours l'impression que ça a tendance un peu à augmenter très légèrement, alors que paradoxalement, on dit qu'il y a moins d'argent. Donc... Ouais, en fait, on est sur... il y a quand même toujours des très grosses machines qui tirent vers effectivement vers les moyennes, vers le haut. Voilà, ce qu'on constate quand même, c'est que les films ont quand même du mal à se monter. Ils se montent pas tous, ils se montent pas tous très facilement avec un claquement de doigts. Oui. Ça, c'est effectivement ce qu'on entend dire. Voilà. Juste peut-être pour terminer sur votre vision un peu du marché, mais peut-être depuis le Covid, on essaye tous à des moments de se dire qu'il y a un nouveau normal, un nouveau marché qui serait autour des, si on parle un peu plus de chiffres, de 185 millions d'entrées. Comment est-ce que vous percevez, vous, la situation ? Est-ce que vous pensez que le marché est en état de retrouver la fameuse barre des 200 millions qu'on avait pré-Covid? Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenant qu'on travaille sur un marché normal qui serait autour des 180? Comment est-ce que vous vous projetez un peu dans les... Je pense qu'il faut peut-être attendre de voir quand même là ce que vont donner. Il y a quand même beaucoup de très grosses sorties et de très gros événements qu'on attend sur la suite de l'année. Je pense notamment chez Pathé au De Gaulle. Je pense au De Gaulle. Oui, voilà, oui, au De Gaulle. 4 Gaulle, voilà. Je pense qu'il faut peut-être voir effectivement jusqu'où les films peuvent arriver. On a vu effectivement des films il n'y a pas si longtemps qui faisaient des chiffres magnifiques. Il faut voir effectivement jusqu'où on peut arriver. Parce qu'on se dit, certes, 2025 a été une année un peu horrible. 2026, le line-up est au contraire très très riche. Est-ce que c'est peut-être que oui, le juste milieu sera... Après, de là à retrouver le pré-Covid, en fait, c'est quand même marrant de voir qu'on analyse tout à l'aune de l'année 2020. Peut-être, pour conclure, un dernier mot sur les ambitions du groupe TF1 dans le cinéma, de manière générale, parce que vous êtes... parce que c'est le système français qui veut ça, mais parce que aussi vous êtes volontaire dans le cinéma. On a beaucoup travaillé ensemble par le passé, donc oui, tout à fait, on a pu le faire. Peut-être, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les ambitions du groupe TF1 dans le cinéma, qui est en plus dirigé par quelqu'un qui avant était dans un autre groupe qui était très présent dans le cinéma? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que TF1, c'est que le cinéma est stratégique en fait pour le groupe TF1 et que TF1 est un partenaire historique et un investisseur majeur dans la création cinéma française, ne serait-ce qu'avec TF1 Film Production qui est présent de façon vraiment très importante dans la création cinématographique française, en coproduction et préachat, et qu'avec avec la distribution salle, le groupe TF1 complète un dispositif pleinement intégré qui permet vraiment, encore une fois, de couvrir toute la chaîne de valeur du cinéma français, en fait. Et donc, c'est une belle preuve de confiance dans ce secteur. Et une belle déclaration d'amour aussi. Bien. Bon, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'avoir vu parce qu'on sait que tu
Tu choisis tes interventions, donc merci de nous avoir choisis. Merci de m'avoir invité. Non, c'est toujours un plaisir, et puis tu reviendras. Avec plaisir. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, mais on va d'abord prendre la direction du Tarn, le temps de notre extra. Donc, direction le Tarn, et plus précisément l'Avor, où nous allons retrouver Jean Villa et Jérôme Caretti pour l'ouverture du Ciné Pastel. C'est bien ça, Jules? C'est ça exactement, le Ciné Pastel de l'Avor. Normalement, nous devrions être en direct avec les deux exploitants, Jean et Jérôme. Je ne sais pas si on peut les avoir. Voilà, parfait. On a Jean Villa déjà qui est là. Salut Jean, est-ce que tu nous entends bien? Salut Jules. Oui, parfait. Ouais, je comprends. Parfait, super. D'ailleurs, Jean, si je ne me trompe pas, je crois que tu es en direct de ta salle, hein, non? Exactement, je suis à Lavore, au Ciné Pastel. C'est ça, voilà. Alors, donc Jérôme va nous rejoindre en cours de route. Mais pour faire un petit rappel, le Ciné Pastel a été ouvert le 20 février dernier dans une DSP qui est donc exploitée par deux sociétés, donc VO que tu diriges et Lire Cinéma que co-gère Jean Quaretti. Est-ce que déjà tu peux revenir déjà en amont sur le projet, d'où est-ce qu'il part, hein? Ouais, alors effectivement, c'est un partenariat entre Lire Cinéma, donc c'est Jérôme Quaretti et Fred Perrault, qui sont exploitants notamment dans le sud de la France, associés avec le groupe VO. L'idée, elle était simple, on se connaît depuis longtemps, on s'était vu notamment, je crois que c'était peut-être ça le fondement de notre partenariat aujourd'hui, on s'était vu pendant le Covid et on s'était vraiment dit ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc aujourd'hui, on est content d'avoir pu mettre ça en place. Ça s'est fait tout naturellement, on a créé une société commune qui s'appelle Lavore Cinéma, dans laquelle on est associé. D'accord, très bien. Lavore, d'où est-ce que ça part ce nom Alors, Lavore, on parle du pays de Cocagne. C'est l'endroit qui a fait sa richesse il y a maintenant 4 siècles autour des coques de pastel. Tu avais des vendeurs de cette plante qui servaient à avoir des teintures pour les tissus avec le fameux bleu pastel. D'accord. Et donc, est-ce que un peu tu peux raconter le déroulé? Parce que si je ne me trompe pas, je crois que ce projet au sein même de la ville, il partait d'avant Covid, hein. Vous êtes arrivé en cours de route? Comment ça s'est passé avec la mairie? Ouais, c'est un vieux projet, c'est une histoire un peu compliquée puisque tu avais un cinéma qui s'appelait Les Nouveautés, mais qui était un cinéma dans un bâtiment qui hébergeait surtout une discothèque. L'exploitant de la discothèque a fait faillite en portant avec lui le cinéma et il a fallu à un moment se retourner et la ville a fait le choix de dire allez, on repart à zéro, on refait un nouveau cinéma et avec surtout la volonté de dire on avait un écran, maintenant mais en rasant la discothèque on gagne du foncier et on part sur un cinéma de 3 écrans. Alors, Ciné Pastel, on s'attend à avoir du coup beaucoup de pastels dans l'ambiance et dans la tonalité du cinéma. Sur les quelques photos qu'on a vues, c'est un peu le cas. C'était au niveau architectural un peu, quels ont été les partis pris? Oui, alors, tu n'as pas vraiment du pastel. Le pastel, c'est plus la référence à cette richesse-là du territoire, de la campagne. En vrai, ici, tu as vraiment beaucoup de briques parce que tu es sur des terres très argileuses et tu as une vraie fabrique de briques dans le secteur. Donc, tout ça, c'est du local. Et après, les choix ont été faits plus au niveau des circulations, de mettre en valeur cette brique. Puis, dans les salles, on est parti sur un choix assumé autour de Wes Anderson, avec 3 salles autour de Wes Anderson. Ouais, en effet, en tout cas, on voit ça déjà un peu aux couleurs qui sont derrière toi. Concernant aussi, du coup, l'implantation un peu, quelle est la population de Lavore et de tout le bassin qui est autour? Alors, c'est ça qui est chouette, c'est que Lavore, c'est un bassin de vie à part entière. Tu peux avoir des personnes qui avant prenaient la voiture pour faire 30, 40, 50 km pour aller au cinéma. Mais en fait, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de monde qui finalement n'allait plus au cinéma parce que le ciné était trop loin. Donc là, la proposition, elle est vraiment de dire localement, vous avez un cinéma de proximité. Tu sais que c'est une
à cœur. Et on est très fiers justement de pouvoir proposer aux gens de ne plus avoir à prendre la voiture et de venir directement à côté de chez eux au cinéma. C'est dans cette optique, comment vous avez un peu pensé cette programmation, justement, dans l'idée de ratisser le public le plus large possible? Oui, alors là, c'est vraiment, on unit les deux savoir-faire. C'est Jérôme qui est à la programmation, en partenariat avec l'ensemble de programmation VO. Et là, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du cinéma pour tout le monde. Tu vas retrouver bien sûr de l'art et essai. Tu retrouves du cinéma populaire et tu retrouves aussi une grosse offre en direction des jeunes. Et on l'a vu, là, les vacances viennent de se terminer et Marsupilami a bien marché. Voilà, toute l'offre jeune public a très bien marché. Du coup, est-ce qu'on vise un peu classement, label? Complètement. On vise bien sûr le classement arrêté et on vise les 4 labels, puisqu'on rajoute aussi le 15-25 maintenant. Ça fait partie de l'ADN de notre offre. C'est vraiment quelque part, c'est un peu standard pour nous d'aller chercher cette polyvalence. Je ne sais pas trop si tu l'as évoqué en parlant du public, mais est-ce que, alors qu'il y a Jérôme qui nous rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Sur le public, tu parlais du label la 15-25. Quelle est justement est-ce qu'il y a quand même pas mal de jeunes dans la population, dans le bassin de population que vous avez, ou ça va être un petit challenge? Non, alors, bon, c'est toujours un challenge, mais il y a surtout une grande richesse, c'est que tu as un lycée, écoute, le lycée, il est à 200 mètres du cinéma, et ce lycée a même carrément une section cinéma. Donc, on part quand même avec un existant, et on est confiant là-dessus, et puis Jérôme va t'expliquer, mais on va mettre en place des belles choses. Mais du coup, Jérôme, justement. Eh bien, je vais compléter d'abord par ce qui vient de se dérouler, c'est-à-dire la première séance du Ciné-Club qui était en sommeil depuis 5 ans et qui a proposé sa première séance jeudi dernier avec le film de Thierry Frémaux, Lumière, l'aventure continue. D'accord. La sociologie des spectateurs des ciné-clubs, elle est en général celle de personnes assez âgées, 3e, voire 4e âge. Et quelle n'a pas été ma surprise, alors que j'étais présent pour cette première séance, de voir arriver des lycéens avec leurs professeurs pour assister à ce film. Donc on avait aux 2 âges de la vie des spectateurs de générations complètement différentes, mais qui venaient se retrouver autour du film patrimoine par essence, celui qui relate la naissance de notre art. Ça va être, ce ciné-club-là, il aura quelle fréquence? Une fréquence mensuelle avec des grands classiques et une billetterie CNC, puisque légalement, les ciné-clubs ont quelquefois des systèmes d'abonnement et ont leur propre circuit de projection. Il faut être adhérent, etc. Là, c'est pas le cas, ce sera une billetterie CNC et ça va être un appoint non négligeable pour l'obtention du label patrimoine et répertoire, sur lequel on travaille déjà avec des soirées cultes de films d'horreur ou autres qui s'adressent pour ces films de patrimoine-ci à un public jeune, en général geek, qui est sur la génération suivante des ados, c'est-à-dire 20-30 ans. D'accord. Et si on parle d'objectifs chiffrés, on a compris l'éditorial, mais en termes d'ambition, en termes d'entrée, vous vous situez, vous placez la barre à quel niveau? Alors, il y avait une étude de marché qui situe la barre aux alentours de 60 000 spectateurs. Bon, c'est un bel objectif. Je pense que c'est jouable. Il y a eu du répondant sur les premières semaines. Après, voilà, une année de cinéma, c'est 52 semaines. Donc, il va falloir les faire et on est confiant. Ouais, comme dirait le film, c'est une semaine après l'autre. Et justement, vous parliez des premières semaines. Comment se sont passées les premières semaines pour le Ciné Pastel? D'ailleurs, je crois qu'on a quelques petites vidéos de projection. On peut voir un peu du public. Je crois qu'il y a un petit événement sympa ce week-end aussi. Allez-y. Vas-y, Jérôme, à toi l'honneur. Pardon, j'ai cru que Jules envoyait le jingle. Oui, c'était la demande. Et on a eu la chance de recevoir Gérard Jugnot dans le cadre de la tournée de Mauvaise Pioche. Et alors là, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. D'abord pour lui, parce que là, on voit des images d'un film hommage que nous avons proposé, qui relate un petit peu comme sur le modèle des Césars,
sa carrière qui est de plus d'un demi-siècle déjà. Et pour nous, c'était important d'inaugurer une salle à son nom parce que c'est le premier à venir, premier réalisateur, premier acteur avec une telle carrière à venir moins d'un mois après l'ouverture, et il correspond pile poil au profil éditorial que l'on veut mettre en avant, c'est-à-dire un cinéma populaire haut de gamme. Jean a expliqué bien sûr la politique plus dans le détail avant que je me connecte, mais il correspond parfaitement à l'image qu'on veut avoir et qu'on veut montrer de notre cinéma. Donc c'était l'occasion d'inaugurer une salle à son nom, et évidemment très vite il y aura plus de salles puisqu'on n'a que 3 salles. Donc on verra ce qu'on fait, ce qu'on inaugure. Vous avez déjà des idées? Le hall. Tarantino et Coppola. L'invitation est lancée. Voilà. Et Wes Anderson, si tu as parlé des fauteuils, C'est ça, exactement. évidemment, Wes Anderson, l'invitation est plus que lancée. Il est ici chez lui, comme disait l'autre. J'avais une petite question, parce que du coup, votre association, elle est assez intéressante. Est-ce qu'on peut se dire que si on prend à l'échelle plus globale de l'exploitation, c'est un format qui tend à quand même se développer de plus en plus pour mener des projets à leur terme, que maintenant, voilà, entre exploitants, on essaye de s'associer davantage? Je crois que ça, d'abord, c'est pas nouveau. J'allais dire, ça s'est toujours fait. Peut-être pas toujours, mais ça se fait. Le président de notre fédération est lui-même associé à plusieurs autres exploitants. Moi, je trouve que c'est des schémas qui sont hyper intéressants. C'est très enrichissant. Moi, j'apprends énormément au contact de Fred et de Jérôme. C'est s'ouvrir, c'est accepter aussi de faire les choses différemment de ce qu'on aurait fait soi-même. Et je trouve que c'est chouette, c'est très bien. En complément, je dirais que on apprend aussi, on a des repères avec des outils différents, que ce soit pour les logiciels de caisse ou le matériel de projection. Et ça a vraiment été une belle entente jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune raison que ça dure pas. Il vaudrait mieux d'ailleurs, parce que c'est pour 12 ans que ça se passe bien. Mais on est en place là-bas pour 12 ans. Mais voilà, chacun a amené son matériel par rapport à ses missions, et a voulu travailler avec le matériel pour lequel il a l'habitude, de manière à ce qu'on soit opérationnel le plus vite possible. C'est peut-être aussi ce qui explique le beau démarrage que nous avons eu au moment de l'ouverture, qui était le 20 février. Ça correspondait au début des vacances de la zone C. Très bien. On espère que, en tout cas, vous avez passé les premières belles semaines. On espère que le printemps du cinéma se passera également très bien pour vous. On sera là pour saluer Francis et Quentin, naturellement, et Wes, bien sûr, parce qu'il sera là aussi. On trouvera un moyen de lui trouver une salle. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous en direct. Et on précise que Jérôme était occupé. Il n'était pas en retard, il était occupé. À la fois que j'étais avec SND, auparavant KMBO. Voilà. Dès que j'ai pu raccrocher, je me suis connecté. Voilà, donc merci d'avoir écourté avec eux. Et puis, merci d'avoir été en ligne avec nous. Et puis, je me retourne à nouveau vers Nathalie pour la sélection de l'invité. Donc pour terminer, j'ai l'honneur de vous poser l'ultime question de cette belle émission. Merci Jules pour la primeur. La question, elle est simple à poser, mais peut-être plus difficile à répondre. Quelle serait votre palme d'or d'honneur personnelle? Pas facile. Merci pour la conclusion. Il y en a des plus durs, hein. Ouais. mais celle-ci... En fait, je sais ce que je veux. Voilà. En fait, comme Laurent le sait, j'ai une. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé au début. En fait, j'ai une histoire vraiment très enthousiasmante et joyeuse avec les Toledano Nakash.
voilà, avec depuis longtemps. Donc voilà, donc double palme d'or. Voilà, donc j'aimerais bien leur faire un petit signe, surtout voilà, au moment où ils sont en promo pour leur prochain film. Voilà, donc voilà. Bon, C'est une belle réponse. moi, je valide. Hein. Valide, Ça- voilà. ouais, ça me J'étais va, ça sûre me- que tu validerais. Tu me connais bien. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Merci. d'avoir accepté l'invitation. On te Merci souhaite d'avoir naturellement beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure, mais aussi à Christina, à Joël et à Damien, qu'on salue. Merci, Jules et Tanguy, d'avoir été avec nous ce matin. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast. Vous les connaissez, elles devraient s'afficher, mais je vous les cite. Spotify, Amazon Co, ou Apple encore. Presque que du français. On vous donne rendez-vous le 2 avril prochain pour la prochaine émission. On aura le plaisir de recevoir Lucie Comiot et Étienne Olanier, qui sont coprésidents du syndicat des distributeurs et des distributeurs indépendants, c'est-à-dire le SDI. Et d'ici là, on vous souhaite un bon printemps du cinéma, beaucoup d'entrées et une très belle fin de semaine. Au revoir.